Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Super bien. Comment ça va? Ouais, c'est le moment de manger l'argent comme goyave. Vraiment le moment de manger l'argent comme goyave. Mais j'aimerais dire ici que ce que nous allons dire sur cette chaîne concernant la vidéo que nous sommes en train de faire n'est pas un conseil financier. Ce ne sont pas des conseils financiers. Voilà, ce ne sont pas des conseils financiers. Ce sont des analyses critiques. Analyses très critiques. Voilà, que nous allons faire ensemble pour voir un peu à quel niveau du projet nous sommes. Quelle position adopter. Et est-ce que le projet que nous sommes en train de suivre est un projet viable? Voilà. C'est un bon projet. Pour dire en français, terre à terre. Donc, sans plus tarder, on va aller très rapidement. D'abord, sur la courbe de prix de P-Network sur OKX. Voilà, on vient. On avait fait une analyse dans l'une de mes vidéos précédentes. Voilà, cette analyse disait quoi? On revient ici sur la première bougie. Là. La bougie est montée. Elle est venue ici. À partir de 2,30$ là-bas, 2,40$. Voilà. Descendu encore jusqu'à là, 0,7. Après, elle est remontée encore jusqu'à 3$. Et après ça, elle a commencé à descendre. Et il y a eu, selon certaines analyses que j'ai pu suivre, une panique. C'est pas vrai du tout. Quand il y a une panique, que les ventes se font sous la panique, vous allez voir que le prix va chuter sans prendre tout ce temps. Mais là, on constate un changement de mentalité progressif. Voilà. Donc, cette baisse-là est due à la prise de bénéfice. La prise de bénéfice par certaines personnes qui ont soit acheté puis lorsqu'il valait 0,7$, comme aujourd'hui, le 14 avril. Voilà. Et il est aussi dû au fait que il y a eu peut-être, à mon avis en tout cas, un manque de communication sur la portée réelle de l'événement P-Fest. Un manque de communication, oui, mais tous les éléments n'étaient pas réunis pour que la plateforme soit utilisée à pleine puissance. Voilà. Mais comme la date est arrivée et que à cette date on a l'habitude de fêter le P-Fest, fallait le faire. Mais le système en réalité n'est même pas encore prêt. Il n'est même pas encore opérationnel. On peut l'utiliser certes pour envoyer de l'argent. Ça c'est la blockchain, oui. Mais le système, l'écosystème même Pi n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt à 100%. Il n'est pas encore utilisé à 100% de sa capacité. Alors qu'est-ce que nous allons observer? Nous allons observer une remontée du coût, comme je l'ai dit précédemment. Parce que c'est normal. Quand tu grimpes une montagne, arrivé à un certain moment, il faut souffler. Voilà. Soit tu t'accroches à un endroit pour pouvoir respirer, souffler un peu, prendre ta goutte sur ta cuisse pour boire de l'eau et puis après continuer ainsi de suite jusqu'à atteindre le sommet. C'est pareil. Lorsqu'il monte, c'est ce que vous voyez en vert. Et quand il se repose, c'est ce que vous voyez en rouge. Jusqu'à... C'est comme ça. Pour pouvoir monter, il faut plus de force. L'achat, plus de force. Mais pour baisser, on n'a pas forcément besoin d'avoir plus de force. Et cette force est traduite par quoi?
Parce que vous voyez en bas là, les différents points très qui sont en bas ici là. Ceux-là. Voilà. On les appelle les volumes. Volumes de transactions. Si vous remarquez que les volumes qui vont suivre dans les jours à venir sont des volumes de couleur verte, c'est-à-dire achat, qui sont de forts volumes dans les 3, 4 ou 5 jours qui sont en tout cas la semaine qu'elle a, ça veut dire que la remontée va reprendre son cours. Et ça, c'est une très bonne chose pour Pi. Voilà. Donc, voici un peu l'analyse concernant le cours de Pi aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas venus nous attarder sur l'analyse de Pi. Parce que nous, on sait. Nous, on sait. Et ceux qui se moquaient du projet Pi savent que le prix de Pi va finir par atteindre les 3 dollars et les dépasser. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est évident. Voilà. C'est évident. Si le projet est en train de... Le prix de Pi est en train de stagner comme ça, à cet endroit-là, c'est juste parce que le projet n'est pas encore utilisé à 100% de sa capacité. Voilà. Mais, comme on parle de système de paiement, il faut être factuel. Voilà. Un système de paiement digital. Qui est venu avant qui? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont ses limites? Dans la vidéo précédente, là, on avait parlé du système Swift, le système de messagerie utilisé par les banques pour pouvoir transférer de l'argent d'une banque à une autre. Ça, c'est le système Swift. On avait parlé également du Bitcoin. On avait abordé un peu, puis ce sont des questions qu'on avait laissées en suspens. Voilà, donc le système Swift, là, lui, il venait pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Quelles sont ses limites? Donc le système Swift lui-même, là, c'est un réseau qui appartient aux banques. Il est sécurisé selon ce qu'il disait. Donc, ces banques-là sont les seules à pouvoir détenir ce réseau-là. Et elles décident de ce qu'il faut faire ou pas. C'était quoi l'objectif final? L'objectif final du système Swift, détenu par les banques, était de faciliter les transferts internationaux d'argent. Pour que ces transferts-là soient rapides. Pour qu'elles soient édictés par des principes sécurisés entre les institutions financières, entre les différentes banques. C'est ça. C'était ça. Envoyer de l'argent entre une banque en Côte d'Ivoire avec une banque au Canada, une banque au Canada avec une banque aux États-Unis. C'est ça le but. Et ce système-là devait profiter qu'aux banques. Parce que quand vous envoyez de l'argent, c'est pas gratuit. Elles prennent des frais. Mais quelles sont les limites de ce système-là? Ce système est trop centralisé. Mais il est contrôlé par un groupe de banques. Il est trop centralisé. Et ces banquiers-là se font beaucoup d'argent avec ce système-là. Sur le dos des pauvres travailleurs et de ceux qui décident de devenir entrepreneurs. Ah ouais, l'argent facile. Donc vous voyez, le truc est trop centralisé. Il est détenu par une poignée de personnes. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais il devient quoi encore? Un projet, un instrument géopolitique. On a tous entendu parler de la guerre en Ukraine. On va voir un peu. La Russie. La Russie. Voilà. De Vladimir Poutine. La Russie a été éjectée du système Swift. Elle a été éjectée du système Swift. Comme la Corée du Nord
ainsi que d'autres pays. Déconnexion de la Russie de SWIFT. La déconnexion de la Russie du système bancaire SWIFT est l'une des sanctions de l'Union européenne et par d'autres pays occidentaux contre la Russie visant à stopper son agression contre l'Ukraine. Bon, vraiment, je sais pas en quoi est-ce que cette politique-là, cette mesure va empêcher la Russie de progresser en Ukraine. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut reconnaître que ce système-là est centralisé. Nous, c'est la partie qui nous intéresse. Voilà. Et qu'on peut l'utiliser à bon escient pour pouvoir soumettre une telle personne qui dit ne pas être d'accord avec tel ou tel système. Est-ce que ça, c'est un système qui est là pour pouvoir servir les autres? Ou bien c'est un système qui est là pour pouvoir contrôler les gens? Parce que dès que tu dis que je ne suis pas d'accord avec toi, on bloque ton argent, on prend pour faire des latrines publiques comme on veut, ou bien d'autres projets, et toi tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire, ça juste parce que tu utilises le système SWIFT. Tranquillement, on fait ce qu'on veut avec ton argent. Vous voyez le problème? Et mais ce système-là c'est pas que ça. Ce système est lent. T'as pas encore SWIFT. Délai d'envoi. Moyen. On va voir. Délai d'envoi moyen. Réseau SWIFT. 3 jours ouvrables ou plus pour terminer. 3 jours au moins. 3 jours. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Moi, je suis dans un pays là-bas. Je vais envoyer de l'argent à mes parents pour des soins, pour une urgence. Je suis obligé de me taper au moins 3 jours ou plus pour que l'argent puisse aller. Vous voyez, c'est très très lent. C'est très lent. C'est très lent. Mais quels sont les frais? Tapons SWIFT. Frais d'envoi moyen. Sur le virement, vous ne payerez que des frais de conversion qui sont généralement inférieurs à 1% du montant envoyé. 1% du montant envoyé, c'est pas petit. Les frais liés à un virement SWIFT représentent environ 6% du montant transféré. Un virement de 2000 euros vous coûtera aux alentours de 120 euros. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? 1000 euros, c'est 650 000 francs CFA. Donc 2000 euros, c'est 1 300 000, 1 million. Ouais, 1 300 000. Voilà. 1 300 000. Et pour les 1 300 000 là, vous allez payer 120 euros. 120 euros multiplié par les... Donc 120 euros multiplié par les 650, ça va faire 78 000. Donc vous allez payer près de 80 000 francs. 80 000 francs pour envoyer 1 million 600. 1 300 000. C'est trop. C'est trop. C'est près de 100 000 francs. C'est trop. C'est trop. Maintenant, est-ce que ce système-là, il est vraiment sécurisé? On va voir encore. En 2016. En 2016, le piratage de SWIFT. Corée du Nord. Corée du Nord. Voilà.
En 2016, le régime a intensifié sa cybercriminalité financière avec le hold-up de la Banque de Bangladesh, au cours duquel des pirates nord-coréens ont infiltré le réseau bancaire SWIFT et tenté de voler 1 milliard de dollars, réussissant à s'emparer de 80 millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Ce système-là, il n'est même pas sécurisé. Parce que quand un système est sécurisé, on n'arrive pas à y pénétrer. Ça, c'est sûr, c'est comme ça. Donc, le système lui-même n'est pas sécurisé. Voilà. Donc, pour ce qui est du réseau Swift, on a fait un peu un petit résumé là concernant la définition même de ce que c'est que le système Swift. Il a été créé dans quel objectif? Les transferts internationaux de banque à banque. Et puis, on a vu ses limites et tout. Maintenant, on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie. Cette fois-ci, elle est décentralisée. Wow. Wow. Quel progrès. Quel progrès, quelle prouesse. Enfin, un système décentralisé qui va fonctionner sans une autorité. Enfin, un système décentralisé, une prouesse. Un système qui va fonctionner sans autorité centrale. Vraiment une prouesse sans autorité centrale. Basé sur une technologie appelée la blockchain. La blockchain. C'est quoi l'objectif de ce projet? C'est de créer une monnaie numérique mondiale qui serait indépendante des banques. Vous voyez, non? La manière qui bloque l'argent des gens. On vient ici, toi tu peux pas faire comme ça, toi tu peux pas faire comme ça. Indépendante des banques. Qui permettent des transactions de personne à personne. Là, le système là, ça ne dépend pas de quelqu'un. Si quelqu'un a son argent là-bas, qu'il est venu gifler un président, on ne peut pas aller prendre pour bloquer. C'est ça, on dit, lui là, son système là est indépendant. Donc, quelles ont été les limites de Bitcoin? Il y a eu une concentration de richesses, une minorité d'adresses qui détiennent la majorité des bitcoins, un accès technique difficile concernant les wallets, les portefeuilles, les clés privées, et puis un jargon trop technique quoi, qui n'est pas vraiment adapté à tout le monde. Maintenant, il n'y a pas que ça. On parle d'une volatilité extrême. Le prix varie très fortement. C'est pas adapté pour les achats au quotidien. Si quelqu'un par exemple veut acheter un plat de gaba en Côte d'Ivoire, il peut pas acheter de plat de gaba parce qu'il va venir donner 0,0000000 jusqu'à un pi qui normalement doit faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 francs. Qui normalement doit faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 francs. Mais là, on se rend compte que ça ne vaut pas 1000 francs. Ou ça ne vaut plus 1000 francs. Parce qu'il y a une très grande fluctuation des prix. Et là, j'ai parlé de ça concernant le projet Pi Network. Ça, c'est un très grand défi à relever.
Tant que ce défi-là ne sera pas relevé, la crypto-monnaie ne pourra être adoptée nullement pour pouvoir faire des transactions quotidiennes. Ça, il faut que ce soit clair. Aucun commerçant ne va venir accepter Pi pour perdre son argent. Pi doit apporter un plus, doit être bénéfique pour les commerçants. Il ne doit pas venir être une charge, être un stress pour savoir est-ce que si j'ai accepté Pi et que je veux reprendre mon argent, est-ce que je vais avoir mes bénéfices et mes charges et pouvoir supporter mes charges, pardon. Voilà. Donc ça, c'est un très grand défi à relever. Ils ont quand même relevé le défi concernant la concentration de richesse. Donc là où moi je suis, où vous êtes, celui qui est en train de regarder ma vidéo doit savoir qu'il ne peut pas miner un Pi au-delà de ce qu'il doit avoir normalement. Quand tu crées un compte, il y a un nombre de Pi que tu peux miner. Ça, c'est déjà prédéfini. Lisez le livre blanc. Quand tu mines ces Pi là, que ton taux de minage est atteint, c'est fini, tu peux plus miner. Tu ne peux plus miner. Donc, il n'y a plus une concentration de richesse dans la main de personnes fortes, Il n'y a plus une concentration de richesse dans la main de personnes fortes, de personnes influentes. Ça, c'est fini. Maintenant, le coût écologique de Bitcoin. Mais Bitcoin, son minage là, ça nécessite des énormes puissances de calcul. Donc, il consomme plus d'énergie que certains pays même. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Les fermes d'ordinateurs qu'on met dans certains pays pour pouvoir calculer les bitcoins, là, ça consomme plus d'énergie que certains pays entiers. Ça, c'est un problème écologique. L'émission de chaleur, de gaz à effet de serre, ça, c'est un problème. Quand on parle aujourd'hui de changement climatique et les frais sont élevés et la lenteur lorsqu'il y a période de saturation, ça c'est de mise, c'est vraiment pas donné. Maintenant, face à Bitcoin, comme on vient de le définir, avec ses objectifs, ses limites concernant par exemple la concentration des richesses, un accès difficile, un accès technique difficile concernant le portefeuille électronique. Le portefeuille électronique, je sais même pas s'il y en a. Une clé privée et puis le jargon, les mots utilisés dans ce domaine-là, Bitcoin, c'est trop technique, c'est pas de l'amusement. Face à tout ça, est née une nouvelle crypto-monnaie, Pi Network. On peut tous être sceptiques, mais il est important de pouvoir avoir un esprit d'analyse, un esprit critique. C'est quoi Pi Network? Pi Network est également une crypto-monnaie. Mais cette fois-ci, cette crypto-monnaie est accessible à tous. Et elle est basée sur un modèle de preuve de confiance sociale, le Proof of Trust. Et cette crypto-monnaie est minable depuis un téléphone sans frais ni consommation d'énergie, réduisant, anéantissant le problème écologique quant à la crypto-monnaie. Bam! C'est une prouesse. On n'en parle pas. Les gens n'en parlent pas. Les banques ne vont jamais adopter Pi parce que ça ne les arrange pas. Pi ne peut pas arranger les banques. Donc, elles ne vont pas adopter Pi parce que le système, elles ne contrôlent pas d'abord le système, mais en plus de ne pas contrôler le système, les frais d'envoi ne seront pas partagés par ces banques-là. Donc, elles vont chercher même le moyen de nuire au projet. Voilà. Chercher le moyen de nuire au projet. Chercher le moyen de nuire au projet. Ça, c'est sûr.
Mais quel est l'objectif du Pi? Démocratiser l'accès à la crypto-monnaie en construisant une économie numérique inclusive et écologique basée sur la confiance communautaire. Quelles sont les forces du Pi Network? Son minage est simplifié. Il n'a pas besoin de matériel ni d'électricité coûteux. C'est une prouesse. C'est une prouesse. C'est une prouesse. Tout ce que je suis en train de dire là, comment est-ce que où vous pouvez le trouver? Allez sur Pi Network, le site de Pi Network. Voilà, vous allez sur le site officiel de Pi Network, minpi.com. Voilà, vous venez, vous tapez le livre blanc. Blockchain, Pi. Vous venez dans... Attendez, en bas. Voilà, livre blanc ici. Là, livre blanc, Pi. Voilà, vous venez, vous traduisez en français. Traduisez en français. Livre blanc 2019, depuis décembre 2021. Vous venez. Voilà. Vous lisez d'abord 2019. Il y aura des mises à jour en 2021. Vous venez ici, vous lisez 2019, ils vont vous dire c'est quoi le projet, où ils vont, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils veulent. Tout est dit. Notre mission construire une plateforme de crypto-monnaie et de contact intelligent sécurisé et exploité par des gens ordinaires. Voilà. Pas des gens ordinaires. Notre vision construit l'écosystème peer-to-peer, personne à personne, et l'expérience en ligne les plus inclusives au monde. Alimenté par Pi, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Bitcoin a cette valeur qu'elle a là. Mais elle ne demeure pas la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. On parle de XRP. Oui, elle ne demeure toujours pas la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Actuellement, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde, c'est Pi. Dans ses débuts, hein, le projet est encore dans ses débuts. Il n'est qu'à ses débuts. Le projet n'est qu'à ses débuts. Donc avec un minage simplifié, une inclusion massive, accessible même aux non bancarisés. C'est ce que j'expliquais. Actuellement là, moi je peux envoyer de l'argent à quelqu'un qui se trouve dans un village au Canada là-bas, sans passer par ces banques là, sans passer par Bitcoin qui est coûteux. Je viens sur Pi, j'achète des Pi, j'envoie là-bas, il retire ses Pi, il convertit en fiat, il est parti. Tranquillement, tranquille. Voilà. Une distribution équitable, basée sur la participation et la confiance, pas sur la puissance. Très important. Donc en plus d'avoir un nombre prédéterminé de Pi que vous pouvez miner, la distribution des bonus Pi se fait de façon équitable. Quant à la participation de chaque pionnier et à la confiance de chaque pionnier dans le projet. Proof of Trust. La sécurité communautaire, raison pour laquelle avant de miner, on vous demande de confirmer votre cercle de sécurité. Donc les transactions sont validées dans un cercle de confiance. Et puis ce modèle-là empêche les piratages comme celui de Swift, comme on a parlé en haut là-bas. Là. Ce modèle qu'on vient de voir, là, le Proof of Trust, sécurité communautaire, là, empêche les piratages comme la manière Swift a été piraté et 80 millions de dollars ont été volés. Il y a zéro centralisation. C'est même pas centralisé, donc c'est très très sécurisé. Pour pouvoir pirater quelque chose, il faut que ce soit centralisé. C'est très sécurisé. Voilà. Il y a un écosystème qui se met en place. Un écosystème réel. Pas un écosystème fictif. Un écosystème réel. Avec une marketplace. Des services. Et puis des échanges en Pi. C'est ça le vrai point.
C'est ça. Si vous vous rappelez bien, un peu plus haut, je vous ai parlé de la confiance. C'est différentes ces différents systèmes d'envoi d'argent sont des systèmes qui manquent je dirais pas crédibilité, des systèmes auxquels on ne peut pas avoir confiance. Le système Swift, on ne peut pas lui faire confiance s'il a été piraté. Le Bitcoin, qui va faire confiance au Bitcoin pour aller acheter du Bitcoin? Il prend ses 100 000 francs CFA, ou bien ses 25 000, ou bien ses 5 000 francs pour acheter du Bitcoin dans le but de faire une transaction et puis perdre tout son argent dans cette histoire de Bitcoin. Qui peut le faire? Donc, le Bitcoin reste décentralisé, mais il n'est pas ce qu'on peut utiliser au quotidien. Donc le futur même de la finance là, actuellement c'est pas contrôlé par les banques. Il ne dépend pas de machines ultra puissantes de calcul. Il repose sur la confiance entre les humains. Et ça, P-Network l'a bien compris. P-Network l'a compris. Et le P, c'est l'argent du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est de ça il s'agit. Voilà, celui qui n'a pas compris ça passera à côté de beaucoup. Très certainement. Le monde actuellement change. Et puis l'argent aussi change. Le système Swift actuellement appartient au passé. Il appartient au passé. Les grandes transactions ne se font plus vraiment par le système Swift. Mais qui va venir perdre son argent et donner 6% de son argent à une banque parce qu'elle a envoyé, pendant que je peux utiliser un système semblable, moins coûteux. Donc le Bitcoin est venu pour décentraliser la finance, à montrer la voie. Mais P-Network est venu en plus de décentraliser la finance, elle veut la démocratiser. La démocratie, ça vous rappelle quoi? Le peuple, la population d'abord. Et toi, actuellement, tu fais quoi? Est-ce que tu mines tes pieds quand tu te réveilles le matin? Est-ce que le soir, tu mines tes pieds? Est-ce que tu as de quoi acheter des pieds? Peut-être à 10 000 francs, 15 000, 20 000 francs. Acheter des pieds pour les sécuriser. De l'argent que tu n'utilises pas pour tes activités au quotidien, dont tu n'as pas besoin. Et lorsque la femme du docteur Kokalis a fait son dernier sa dernière présentation, elle a dit quoi? Qu'il était reproché au projet Pi d'appartenir à la population. C'est ce qu'elle a dit. Que certains disent que le problème c'est que le projet appartient au peuple, appartient à tous. Pour eux c'est ça le problème. Vous voyez? Donc ils veulent encore contrôler les choses. Mais actuellement, qu'est-ce que nous devons faire? Tout ce qu'il y a lieu de faire, tu as ton activité. Si c'est un service tu vends, ce sont des biens tu vends, va sur MapOfPay. Suis les instructions comme la Core Team le dit. Tu ne perds rien à le faire. Fais-le maintenant. Parce que ce qui arrive est grand. Donc, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas. Vive Pi. Croyons en Pi. Et demain est meilleur. On va manger l'argent comme goyave.